Dans ce 4e chapitre de marketing de première année, on va étudier ensemble la segmentation. Donc on va d'abord voir dans un premier temps ce qu'est la segmentation et donc la définition. Segmenter, comme c'est écrit, c'est découper le consommateur en groupes homogènes qui ont le même comportement d'achat. C'est-à-dire qu'on part au départ d'un ensemble de consommateurs et on va mettre ces consommateurs qui ont des comportements d'achat ou des caractéristiques identiques dans un même groupe. Les bleus avec les bleus, les verts avec les verts ou les bleus turquoises avec les bleus turquoises. Évidemment, pour des consommateurs, on va trouver d'autres critères pour les segmenter de manière plus efficace. Alors pourquoi on va décider de ne pas s'adresser à tous les consommateurs de la même manière? Eh bien tout d'abord parce que l'ensemble du plan de marchéage ne peut pas être similaire pour tout le monde, d'accord? Si on s'adresse à tous les touristes de la même manière, on risque de ne pas pouvoir leur amener un discours qui va être cohérent. C'est-à-dire que si par exemple j'ai un produit qui est rafting, je peux m'adresser à des touristes passionnés d'aventure avec des produits peut-être plus week-end intensifs, alors que je vais m'adresser à des familles avec des produits qui vont être peut-être plus découvertes. Et je vais aussi pouvoir repérer les clientèles qui ont du fort potentiel. C'est-à-dire que dans tous mes clients, j'ai peut-être certains clients qui ont plus de potentiel, soit un chiffre d'affaires, un potentiel économique plus important parce qu'ils ont un revenu plus important ou parce qu'ils ont potentiellement la possibilité d'acheter plus souvent ou les deux, en plus grande quantité et plus souvent. Donc là aussi, je ne vais pas m'adresser de la même manière à des clients qui viennent peu souvent, à des clients qui viennent très souvent. Je me rappelle il y a longtemps le catalogue de La Redoute qui segmentait sa clientèle en adressant à ses clients très fidèles et qui consommaient beaucoup un catalogue avec une couverture cartonnée, à ses clients corrects, un catalogue normal, et à ses clients qui achetaient très très peu, un mini catalogue plutôt axé sur leurs désirs, par exemple, et leur profil, un catalogue enfant pour les mères de famille ou un catalogue senior pour les personnes plus âgées, de manière là aussi à ne pas dépenser la même somme d'argent et à s'adresser au potentiel de clients en fonction du potentiel qui est détenu. Alors, comment on va faire pour segmenter? Comment on peut segmenter d'une manière efficace? La première chose, c'est de voir cette procédure de segmentation. On commence déjà par définir des critères. On va ensuite faire des entretiens, d'accord? Pas des enquêtes par questionnaire, mais des entretiens pour voir si les critères qu'on a décidés auparavant sont pertinents. Donc, a priori, famille, senior, ça peut marcher, mais peut-être qu'on va pouvoir avoir des critères comme les passionnés d'aventure et ceux qui aiment découvrir. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Ensuite, on repère ces différents segments à travers les entretiens et on essaye de faire une persona, un profil type. Comment va agir et se comporter un client qui vient de ce groupe-là. C'est-à-dire un aventurier, c'est quoi son profil? Il vient souvent, il vient combien de temps, il va réserver de quelle manière, où est-ce qu'il va chercher l'information, etc. Donc, maintenant, voyons, une fois qu'on a vu un peu cette méthodologie, on va essayer de voir quels sont les critères qu'on utilise le plus souvent dans le marché du tourisme de loisirs. On verra dans un deuxième temps le tourisme d'affaires. Donc, ces critères, ce sont quoi? Ce sont ces variables qui vont influencer le comportement d'achat. Le plus souvent, on va utiliser des critères géographiques, c'est-à-dire qu'on va découper la population en fonction de la taille de leur unité territoriale. Est-ce qu'ils viennent donc les Français, les Chinois, les Néerlandais, de leur ville, les Lyonnais, les Parisiens ou de leur région, d'accord? Ça peut être aussi de leur tradition ou du climat. On peut voir aussi en fonction des critères sociodémographiques, c'est-à-dire l'âge, leur âge, le sexe, les filles, les garçons, les personnes seniors, les jeunes, ou les ouvriers, les cadres, etc. On peut aussi utiliser des critères comportementaux, comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'ils sont fidèles ou est-ce qu'au contraire ils ne le sont pas? Est-ce qu'ils utilisent souvent mon produit? Est-ce qu'ils l'utilisent peu? Quand ils viennent, est-ce qu'ils viennent une semaine? Est-ce qu'ils viennent un week-end? Là aussi on peut les regrouper. Et des critères psychographiques, donc basés sur les styles de vie des sociostyles. Par exemple, les bobos bourgeois bohèmes qui sont pas spécialement ni âgés ni pas âgés, qui n'ont pas un âge spécifique, qui n'ont pas une ville spécifique, mais qui en général ont un comportement d'achat plutôt similaire, mais aussi une façon de penser, d'accord, qui est similaire. Donc on va essayer de regrouper, comme je disais par exemple tout à l'heure, les aventuriers. Les aventuriers, ça peut être un groupe de personnes qu'on n'arrive pas à regrouper avec des critères comme on a vu auparavant. Donc, on va utiliser ces critères psychographiques basés sur les styles de vie.
En clientèle affaires, maintenant, on peut rajouter la classification des entreprises, les PME, les grandes entreprises, la localisation de ces entreprises, les entreprises de Paris, Bordeaux, etc. Ou le secteur d'activité, qui reste un critère assez facile, les entreprises de la sidérurgie, les entreprises de la banque. Et ensuite, différencier aussi et segmenter entre les groupes et les affaires individuelles, comme par exemple les commerciaux. Alors, maintenant, voyons à quelles conditions notre segmentation va être efficace. Eh bien, d'abord, si nos clients, nos segments sont dans des segments de qualité. Un segment de qualité, c'est quoi? C'est un segment qui est homogène, c'est-à-dire que dans mon segment, l'ensemble des consommateurs du segment se comportent de la même manière. C'est aussi un segment qui est durable, c'est-à-dire que c'est pas un segment qui va avoir une raison d'être aujourd'hui, puis qui n'en aura plus du tout après. D'accord? Donc je pourrais pas par exemple segmenter sur les élèves de première de 2020, d'accord? Parce que ces segments-là, bah, une fois qu'ils seront plus en première, bah, ils seront plus là, ils n'existeront plus. Alors je peux faire les élèves de première en général, mais peut-être pas un segment qui a une durée de vie très courte. Et il faut qu'il soit rentable, parce que si je segmente de manière à toucher très peu de consommateurs, parce que oui, ils ont un profil qui est similaire et donc le segment est homogène, oui, ils vont rester pendant longtemps, mais ils sont si peu nombreux que finalement, j'ai pas possibilité de gagner de l'argent. Dans ces cas-là, je vais pas forcément gagner de l'argent. Enfin, mon segment ne sera pas rentable. C'était le cas par exemple de Nestlé avec Nesfluid, qui était une petite boisson énergisante, qui était fait pour les sportifs, mais pas vraiment pour les sportifs qui pratiquaient le sport intensément, mais sur certaines personnes qui avaient besoin d'un petit peu d'énergie à certains moments et qui faisaient attention à leur corps. C'était tellement segmenté, tellement précis et tellement flou, finalement, à la fois, enfin, plutôt flou que précis, que finalement, le produit a été abandonné. Alors, les risques de cette segmentation, tout d'abord, bah, c'est ce que je viens de dire, le problème de rentabilité, c'est-à-dire que si j'ai pas choisi un segment très rentable, mon segment devient plus rentable du tout, et donc je dépense énormément d'argent en marketing, en communication, en offre, en créant des nouveaux produits, et puis personne n'achète. D'accord? Il peut y avoir de la cannibalisation, c'est-à-dire deux produits qui sont similaires sur un marché vont finalement plaire à se manger l'un entre l'autre, d'accord? Par exemple, quand un club de vacances, enfin un tour opérateur rachète une autre entreprise qui possède des produits qui sont similaires, par exemple des clubs de vacances, on va peut-être décider de fermer une marque, arrêter une marque pour n'en laisser plus qu'une, plutôt que de laisser deux produits qui sont trop proches. Et c'est lié au dernier élément, le risque de confusion dans l'esprit du consommateur, puisque si les produits sont trop proches, le consommateur, et c'est ce que j'ai dit aussi pour Nesfluid, finalement, il ne sait pas très bien à qui ça s'adresse, il ne sait pas très bien à quoi ça sert, et dans ces cas-là, il risque de ne pas forcément comprendre si le produit s'adresse vraiment à lui. Donc voilà pour cette première phase où on a essayé de comprendre ce qu'était la segmentation, de voir quels étaient les critères et de voir quelles étaient les qualités d'un bon critère ainsi que les risques. On va voir maintenant dans la vidéo suivante en fait à quoi ça sert de segmenter.